On continue à explorer nos différentes séquences et on va passer effectivement au contrat de solution. Parce que là aussi, le contrat de solution, ça a été une des réponses au sujet d'actualité sur l'utilisation de produits phytosanitaires. On ne va pas se le cacher, ça a même surpris un certain nombre de personnes autour, qui travaillent autour de l'agriculture. Mais c'est aussi une des preuves que quand on joue collectif, on peut y arriver. Et pour en parler, nous avons Bernard Chevassus-Aulouis, que je vous demande là aussi d'accueillir, qui est président de l'association Humanité et Biodiversité, et Éric Thirouin, que vous connaissez bien, qui était jusqu'à vendredi, je crois, le président de la FRSEA du coin, voilà, mais qui a passé le flambeau ce matin, parce que j'ai compris, ou en début de semaine. Éric, je crois qu'il faut repréciser, parce que peut-être que tout le monde n'est pas au courant dans la salle, ce qu'est le contrat de solution qui a été présenté d'ailleurs au dernier Salon de l'Agriculture. Oui, alors peut-être très rapidement, sans doute trop rapidement, l'essentiel de ce que c'est que le contrat de solution qu'on a mis en route. En fait, on est parti d'un constat qui était que depuis des années, sur le sujet des produits de protection des plantes, des produits phytosanitaires, on était souvent dans un dialogue de sourds, où d'un côté, on avait des ONG, des médias, des politiques, des gouvernants qui nous disaient « c'est dangereux, c'est dangereux ». Et nous, professionnels, on expliquait la manière dont on utilisait ça avec des bandes enherbées, avec la vitesse du vent, avec du matériel, avec des dosages, avec des homologations par les agences de santé nationales, européennes. On disait c'est pas dangereux. Et en fait, on s'aperçoit que depuis des années, c'est d'un côté c'est dangereux, d'autre côté c'est pas dangereux, c'est dangereux, c'est pas dangereux, puis on n'avance pas, puisqu'on se comprend pas, et que du coup, même ce qu'on fait n'est pas valorisé. Et donc on a décidé de dire le sujet, c'est pas de savoir si c'est dangereux ou pas dangereux. Le sujet, c'est de savoir que le consommateur souhaite qu'il y ait une réduction de l'usage, des risques et des impacts des produits phytosanitaires, et que nous, notre rôle, c'est de répondre à l'attente du consommateur. Mais que pour répondre à ça, il est hors de question que ça se fasse à coup d'interdiction et d'impasse, puisque du coup, l'agriculteur se retrouve au précipice. Et donc, l'essentiel, c'est de trouver des solutions. Une fois qu'on a des solutions, une fois qu'on a des alternatives qui sont économiquement rentables et qui sont respectueuses de l'environnement, à ce moment-là, on peut changer, on peut évoluer. Et donc, on a dit, l'essentiel, c'est qu'on se retrouve tous pour trouver des solutions d'avenir qui permettent de répondre à l'attente du consommateur, qui nous permettent d'aller de l'avant. Alors, certes, le zéro phytosanitaire n'est pas possible, de même que si on a un enfant qui a 41 degrés de fièvre, eh bien, on a beau le mettre dans une baignoire avec eau froide, à un moment donné, on va quand même sortir le Doliprane. Mais il y a aujourd'hui possibilité de trouver énormément de solutions. Et donc, on avait annoncé 250 solutions, et puis le jour de la conférence de presse, en fait, le travail qui avance était à 292. Aujourd'hui, on en a 45 de plus, on est à 336, et puis on va continuer de travailler, puisque ces solutions, en fait, on a regroupé avec 9 organismes de recherche et d'innovation. On a retrouvé toutes les solutions qu'on applique déjà, les solutions qu'on va appliquer cette année, qui viennent de sortir, et toutes celles qui sont dans les cartons pour 2020, 2025, 2030. On s'est arrêté à 20 ans, puisque l'INRA dit qu'il lui faut 19,6 mois pour trouver une solution. Bon, alors c'est pas la peine d'aller plus loin. Ouais. Mais on s'aperçoit que toutes ces solutions existent. Et donc, ensuite, on a travaillé pour dire, bah, c'est bien d'avoir des solutions, mais maintenant, est-ce qu'on peut les déployer? Est-ce qu'on peut les diffuser? Est-ce qu'elles sont réplicables? Et donc, c'est là où on se retrouve aujourd'hui avec 35 organisations agricoles qui sont aussi dans le conseil, qui sont aussi dans la formation, dans la divulgation, pour voir comment on peut faire. Et on a fait un tableur avec toutes ces solutions et tous les cadres, et on a regardé quelle était la réduction possible, quelle était la vitesse de déploiement, quels étaient les freins et les leviers pour pouvoir déployer ça et aller plus vite. Parce qu'il y a un moment donné, le gouvernement, c'est un peu facile de dire il y a une peur exprimée, je fais une interdiction. Eh oui, mais il a aussi sa responsabilité. Comment il fait pour nous accompagner, pour aller plus vite, pour trouver ces solutions, pour aller de l'avant? Et donc, le but, c'est aussi de tous ensemble, de pouvoir contractualiser, et c'est pour ça que c'est un contrat de solution, pour qu'on arrive, au lieu de s'affronter et de toujours être clivant, qu'on puisse aller de l'avant et trouver les solutions de demain, tous ensemble, de manière constructive et le plus rapidement possible. Merci Éric, parce que c'était important de repréciser ce que contenait ce contrat de solution. On y reviendra en détail sur un certain aspect tout à l'heure. Bernard Chevassus-Aulouis, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle approche et quels sont selon vous justement ces moteurs du changement qui sont là aussi des moteurs sociétaux?
Tout d'abord, je voudrais remercier la FNSEA et sa présidente d'avoir invité une ONG de protection de l'environnement dans cette enceinte. Elle prend un risque, mais moi aussi, donc on partage les risques. Et vous avez dit qu'un certain nombre de gens ont été surpris par ce discours nouveau de la FNSEA. Je ne le cache pas, moi aussi, j'ai été surpris. Et j'ai été heureusement surpris. Et le fait, effectivement, de voir cette organisation s'engager sérieusement, durablement dans cette évolution majeure qui vient d'être rappelée par M. Thirouin, et bien effectivement, pour moi, ça a été une surprise. Alors, on partage au moins, je pense, un point commun, c'est que tout le monde est mécontent de la situation présente. Et tout le monde a effectivement, on a dit le monde bouge, tout le monde a envie de bouger. Alors la question, est-ce qu'on peut faire un pas en commun? On pourra en discuter. Mais je pense qu'effectivement, moi je ne me satisfais pas d'une société dans laquelle, sur un sujet donné, tout le monde est mécontent. Alors je voudrais d'abord revenir sur ce qui a été dit sur l'alimentation et sur l'histoire du panier de la ménagère qui ne dépassait pas, pourquoi la ménagère d'ailleurs, le consommateur, qui de toute façon n'allait pas dépasser 10%. Parce qu'une des conséquences du fait que les gens attendent dans l'aliment aujourd'hui autre chose que simplement les nourrir, qu'ils attendent que effectivement ça leur apporte ce qu'on appelle de la reliance, c'est-à-dire ça aide les gens à vivre ensemble, à manger ensemble, à se relier à des producteurs, que ça leur apporte de la rassurance. Et j'aime bien dire que quand les gens demandent de l'aliment sain, c'est pas SAIN, c'est SEIN. C'est-à-dire c'est un aliment qui effectivement apporte de la rassurance. Eh bien, ça veut dire aussi que désormais, les gens vont chercher dans leur consommation les produits qui apportent ces valeurs, et que si par exemple ils ont envie d'exotisme, ils auront le choix entre manger une ananas, acheter une chemise à fleurs, se payer un voyage aux Antilles ou autre. Et donc il ne faut plus analyser les consommations par type de produits comme si c'était des besoins primaires. Dès lors qu'on analyse les consommations par type de besoins secondaires, avec ces valeurs que je viens de rappeler, effectivement, le risque qu'il peut y avoir, c'est que les consommations se déplacent sur des produits qui n'ont rien à voir matériellement, mais qui incarnent mieux ces valeurs qu'on attend. Et donc l'enjeu, effectivement, il n'est pas à penser uniquement à l'intérieur du marché alimentaire. Le deuxième point que je voudrais indiquer, et M. Thirouin vient de dire, est-ce que c'est dangereux ou est-ce que ce n'est pas dangereux, maintenant on ne dit plus rien. Et là aussi, je m'en réjouis. Parce que, et ça va peut-être vous surprendre, mais la science, effectivement, est un merveilleux instrument pour parfois apporter éventuellement des éclairages, mais c'est aussi un très bel instrument pour créer de plus en plus d'incertitudes. Alors ça va peut-être un petit peu plomber l'ambiance, mais ce qui se passe aujourd'hui, et ça va caractériser les 20 ans qui viennent, c'est que la science progresse plus vite pour doser des traces infimes de n'importe quel produit, progresse très vite pour montrer que ces traces infimes ont un effet biologique, même infime, et progressera beaucoup moins vite sur le fait de dire est-ce que c'est un problème ou pas. Et ça veut dire que vous allez devoir vivre dans cette longue marche, parce que ça sera une longue marche, dans un univers incertain, et donc controversé. Et effectivement, sur un certain nombre de sujets où il y aura controverse, le fait de décider de dire qu'on ne dit rien, en disant nous, on s'estime soit pas compétent, soit pas crédible pour se prononcer là-dessus, mais par contre, on peut vous dire ce que nous, on veut faire, je crois que c'est aussi un défi extrêmement important sur quoi on peut s'exprimer dans cet univers controversé. Et puis peut-être un dernier point. Tout à l'heure, on a parlé de la naturalité. Oui. Vous savez qu'un grand groupe de cosmétiques est en train de mettre en place un indice de naturalité de ses matières premières. L'Oréal. Ah, je dis que, moi, je peux le citer. Voilà, vous pouvez le citer. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'ils sont en train de construire un indicateur qui est pas mal fichu, qui leur permettra de dire, voilà, je suis capable de suivre depuis l'endroit où on produit les choses jusqu'à l'endroit où vous allez utiliser cet indice de naturalité. Et j'y reviendrai tout à l'heure. Ce changement de position et de regard par rapport à la nature, c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte. Alors, si on repart sur le contrat de solutions, Éric Thirouin, vous parliez de plus de 400 solutions techniques pour pouvoir être une alternative aux produits phytosanitaires. Et en fait, on se rend compte que finalement, c'est ce que disait un peu en filigrane Bernard Chevassion-Louis, c'est de dire que finalement, on ne peut pas tout attendre de la science.
Et donc si on ne peut pas tout attendre de la science parce que la recherche n'est pas prête, et parce qu'on n'a pas d'alternative fournie par la science, on doit se référer, à notre connaissance, donc à la connaissance pédologique, à la connaissance agronomique, là aussi des producteurs, et peut-être à d'autres solutions combinatoires. Comment vous avez fait pour construire toutes ces solutions alors que la science ne peut pas répondre à tout? Alors en fait, quand je vous dis toutes ces solutions, ça fait quand même un gros paquet. Donc on a essayé effectivement de les traduire par thème. Et ça répond à la question. Il y a 8 thèmes que je vais vous citer parce que ça répond exactement à la question. La première des solutions, ça passe souvent par la pratique agronomique. Le travail, enfin, c'est notre métier au quotidien. Sur décaler les périodes de semis, au lieu de semer tôt en octobre, si on sème un peu plus en novembre, bah, dans ces parcelles-là, en général, on peut faire des économies d'herbicides en termes de concurrence de levée. On a aussi des améliorations sur la variété, sur la génétique, sur la sélection variétale. Aujourd'hui, moi, je fais du maïs. Sur mon maïs, je n'ai jamais mis de fongicide. Il y a toujours, c'est les variétés où il y a des résistances aux maladies. Et en France, les OGM, les ONG existent, mais les OGM sont interdits. Il y a plus d'ONG que d'OGM, on est d'accord. Ensuite, il y a des lapsus des fois comme ça. Oui, non, mais oui. Donc, troisième thème et troisième catégorie, c'est tout ce qui est la mécanique, la robotique, les agroéquipements. Là, il y a un champ du possible extrêmement important, qui est extrêmement intéressant aussi. Il y a l'agriculture numérique, sur la reconnaissance des mauvaises herbes, par exemple. C'est comme dans les aéroports. Aujourd'hui, on sait reconnaître les terroristes, mais on ne sait pas encore complètement reconnaître les mauvaises herbes. Il y a peut-être un travail intéressant à pouvoir faire là-dessus. En tout cas, c'est sûr, il y a des choses dans les cartons, je vous le garantis. Ensuite, les produits de protection des plantes innovantes. On a aussi des choses extrêmement persiques qui permettent de réduire les doses, les impacts. C'est des choses extrêmement importantes. Il y a le biocontrôle. Effectivement, on a à peu près 45 solutions de biocontrôle sur les 336. Bon, c'est aussi des solutions de protection des plantes naturelles intéressantes. On a les démarches de filière et de territoire, parce qu'on sait que tout à l'heure, on parlait du lait, on parlait de la viande, mais on peut avoir aussi des filières qui favorisent telle ou telle chose. Donc, je pense que c'est aussi important. Et le territoire, le terreau, on sait qu'il y a des endroits, par exemple en vigne, quand on est plus dans des zones sèches avec du vent, c'est plus facile de faire une production biologique que quand on est dans une zone humide en permanence. Donc voilà, on voit qu'il y a des territoires importants. Et puis de terminer sur les solutions, c'est celui du conseil, de la formation et de la diffusion de tout ça. Donc on a regroupé en fait toutes ces solutions sur ces 8 thèmes. Et sur ces 8 thèmes, avec les 35 organisations agricoles qu'on n'a pas été chercher, elles sont toutes venues en disant on veut en être, on veut y travailler parce que c'est un vrai projet fédérateur où les uns et les autres ont envie de contribuer et d'avancer. Eh bien, aujourd'hui, on est capable de dire, enfin, on est en train de finir de remplir, parce que l'objectif, c'est de finaliser ce contrat, la rédaction de ce contrat pour fin juin. On est en train de finir de remplir le tableur avec tous les leviers, tous les freins réglementaires qu'on va pouvoir demander pour pouvoir aller plus vite et répondre à ça. Bernard Chavassieux-Louis, je rappelle que vous êtes président de l'association Humanité et Biodiversité. Face à ces solutions, on va dire combinatoires, qui sont proposées par le contrat de solutions, vous préconisez plus des solutions de biocontrôle, ou est-ce que vous comprenez là aussi la démarche qui consiste à dire de toute façon, il faut trouver une solution quelle qu'elle soit? Tout d'abord, je crois que là aussi, sans être trop négatif, il faut quand même appeler un chat un chat. Un pesticide, c'est fait pour tuer. Bon. Donc un herbicide, ça tue des végétaux, un insecticide, ça tue des insectes, un fongicide, ça élimine des champignons. Bon. Et donc ça veut dire que, quelle que soit la solution, à la limite qu'elle soit mécanique, chimique, génétique ou tout ce qu'on veut, il faut assumer le fait que les agriculteurs ont besoin, pour développer leur activité, de mettre de côté et d'éliminer un certain nombre d'espèces qui, pour un certain nombre de raisons, posent des problèmes. Bon. Donc ça, il faut l'assumer, je dirais, en toute connaissance de cause. Et il faudrait se méfier, effectivement, d'un effet cosmétique qui fait qu'à partir du moment où un produit ne s'appelle plus un produit phytosanitaire, mais un produit de biocontrôle, hop là, passe-moi la moutarde, c'est fini, et circuler, il n'y a rien à voir. Dites-moi un peu, par exemple, quelle différence il y a entre l'acide pélargonique extrait du géranium et qu'on a le droit de synthétiser maintenant d'après le règlement de la DGAL, et une même molécule extraite d'une autre espèce et qu'on appellerait un pesticide. Bon. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas faire de fétichisme sur les innovations. Par contre, ce qui a été dit et ce qui me semble extrêmement important, c'est qu'on ne fera pas de la substitution produit par produit.
Autrement dit, cette idée de dire, eh bien, on va garder les mêmes pratiques, les mêmes usages, la même agronomie et autres, et la recherche, que ça soit l'INRA, j'ai vu qu'il y avait un petit passage tout à l'heure, ou la recherche privée, nationale ou internationale, peu importe, elle va nous apporter l'innovation miracle. Je crois qu'il faut effectivement se départir de cette idée. Et que le fait, et ça sera toute le savoir-faire des agriculteurs, qu'il faudra combiner ce que j'appelle des solutions imparfaites, c'est-à-dire savoir effectivement se réapproprier une agronomie adaptée à un climat et à un sol local, des variétés adaptées, alors ensuite qu'elles soient sélectionnées par le privé, semences de ferme et autres, on ne va pas entamer le débat aujourd'hui, du moment qu'elles marchent, bon, hein. Et que peut-être c'est là que les agriculteurs auront la valeur ajoutée, parce que c'est eux qui sauront combiner, au même titre que ce qui fait la valeur ajoutée du cuisinier dans un restaurant, c'est qu'il est effectivement capable de combiner des choses pour faire des plats excellents. Cette idée de se réapproprier la valeur ajoutée à travers ces savoir-faire complexes, parce que ça sera des métiers au moins aussi compliqués qu'aujourd'hui, c'est peut-être une des pistes qu'il faut creuser. Et puis l'autre point sur lequel je voudrais insister, c'est que là aussi, ce qui change dans la société, et qu'on s'en réjouisse ou pas, c'est qu'effectivement, la nature n'est plus peuplée de choses, elle est peuplée d'êtres sensibles. Elle est peuplée d'êtres sensibles. Regardez ce succès du forestier autrichien qui a vendu à 1 million d'exemplaires ce bouquin sur la sensibilité des arbres. Et donc, ça ne se limite pas effectivement aux animaux. Les gens perçoivent aujourd'hui la nature comme un ensemble d'êtres sensibles. Et ça veut dire que lorsqu'on va dire, parce qu'il faut assumer qu'on va détruire un certain nombre de ces êtres, il faudra avoir de bonnes raisons. Et ce que j'appelle des bonnes raisons, c'est effectivement le fait qu'on prend au sérieux ces questions. C'est pour ça que j'ai utilisé ce terme au départ, le fait de dire, bah oui, nous avons des bonnes raisons et nous l'assumons, c'est-à-dire nous essayons de faire bien notre métier. Ça sera effectivement beaucoup plus intéressant pour la société que de dire qu'on est bon techniquement. On continue avec Eric Thiron. Il y a des questions qui sont en train de tourner, mais qui sont assez concrètes, et je vais les intégrer parce que ça va avec ma question suivante. Les agriculteurs se posent la question de savoir comment on va développer ces solutions sur le terrain. Est-ce qu'elles sont validées, oui ou non? Et vous parliez de contrat tout à l'heure. Comment faire en sorte justement que les autres acteurs le valident, c'est-à-dire le gouvernement, les ONG, et le faire savoir aux consommateurs aussi? Alors, je vais répondre à la question, mais j'ai envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Moi, ça me fait plaisir et je me dis que vraiment, il va falloir qu'on signe le contrat ensemble. Parce que la réalité c'est que effectivement, tout excès est mauvais. Et nous, agriculteurs, on le sait. La solution, c'est pas tout biocontrôle, comme c'est pas rien phytosanitaire, comme c'est pas tout mécanique ou c'est rien agronomique. La réalité de notre métier tous les jours, c'est de trouver un équilibre entre chacune des solutions. Quand on se lève le matin et qu'on regarde le temps, qu'on regarde le sol, qu'on regarde nos plantes, on adapte. Est-ce qu'on va travailler le sol aujourd'hui? Est-ce qu'on va faire un traitement? Est-ce qu'on va faire... Voilà, on adapte les choses. Et je pense qu'effectivement, mais c'est peut-être lié à l'aspect biodiversité, c'est qu'effectivement, on sait, nous, au quotidien, que les solutions, elles sont diverses et qu'elles vont être combinatoires de tout ça et qu'il n'y a pas qu'une seule solution. C'est bien un équilibre entre chaque chose. Et je pense que le mot le plus important, c'est équilibre. Et ça, c'est vrai qu'on le vit au quotidien, tous les jours, dans nos exploitations. Je pense que c'est quelque chose de bon, de sain, et il faut qu'on arrive ensemble à communiquer sur le fait ce que l'on fait tous les jours et que ça soit reconnu et qu'on ne soit plus dans l'invective comme c'était un temps, alors avec d'autres ONG plus que Humanité Biodiversité, mais où l'invective, en fait, ça fait qu'on se bloque et qu'on n'avance plus. Alors que quand on est ensemble, en marche, quand on est ensemble, en mouvement, excusez-moi, en mouvement, qu'on bouge ensemble, mais qu'on bouge dans une bonne direction, qui est celle de trouver une solution à la fois respectueuse de l'environnement, de l'économie de nos exploitations, eh bien, on sait qu'on peut aller de l'avant. Alors maintenant, ces solutions, comment on fait pour les développer et les valider? Très clairement, on a demandé, durant le salon d'agriculture, au gouvernement de venir nous rejoindre pour travailler avec nous dans ce contrat de solution. Alors on a déjà, effectivement, ça a été dit, les instituts publics, l'INRA, l'IRSTEA, qui ont dit nous on veut bien être partenaires avec vous et qui ont vraiment travaillé avec nous sur ces solutions. Sur la validation de ces solutions. Moi j'estime qu'on a déjà une validation sérieuse quand on a tous ces organismes-là, tous les instituts techniques, on a Axema, qu'on a IBM, enfin et voilà, toutes les entreprises qui sont là, publiques et privées, qui valident ça. Ensuite, on a demandé au gouvernement de venir dans un deuxième cercle. Le deuxième cercle, je vous ai dit, avec les 35. Eh bien, on a invité 4 ministères. Les 4 étaient là la semaine après le congrès, après le salon. Le ministère de l'Agriculture, évidemment, l'environnement, mais aussi la santé et la recherche.
Et depuis, on a le ministère de la Formation qui dit « mais nous aussi, on veut bien en être ». Et bien à partir du moment où les ministères disent « on veut faire partie », moi je ne sais pas, jusqu'à il y a peu de temps, c'était nous les ministères, on ne va pas avec la FNSEA ». Là, c'est l'inverse. C'est dire on veut en faire partie, on veut travailler avec vous. Eh bien, je pense qu'on aura une validation. Et l'enjeu pour développer ça, c'est de dire vous êtes avec nous, on travaille là-dessus. Je prends juste un exemple. Il y a un an, il y a 2 ans, le salon du machinisme, non, il y a un an, le salon du machinisme agricole, il y avait un tracteur sans cabine qui était mis à l'entrée comme la vache haute cette année, porte de Versailles. Et il y avait eu un petit peu de débat dans la presse sur le devenir de la main-d'œuvre, etc. Et tout de suite, le gouvernement de l'époque avait dit « mais ne vous inquiétez pas, un tracteur sans cabine, c'est interdit en France ». Puis aujourd'hui, on nous dit la solution, ça va être plutôt le désherbage mécanique avec des robots. Un robot dans un champ et un tracteur sans cabine, il faut m'expliquer la différence. Donc ça veut bien dire que le gouvernement va devoir aussi adapter la réglementation. Ce n'est pas forcément une question d'argent. Mais il va falloir qu'ils s'investissent aussi à nos côtés pour trouver ces solutions d'avenir. Donc, effectivement, c'est fait. Et j'ai vu qu'il y avait la question sur le CEPP. Oui. Eh bien, une fois qu'on va avoir toutes ces solutions, moi, je vais aussi retourner, et je l'ai déjà fait, auprès du ministère de l'Agriculture pour dire, donc, il va falloir enrichir ces CEPP parce que si vous voulez que ça marche, les CEPP, eh bien, il faut qu'il y ait des certificats qui existent. Et toutes ces solutions-là, il faut les valider, il faut les reconnaître pour pouvoir les développer. Et là, on est dans un cercle vertueux où on a pour avoir le gouvernement qui, au travers des CEPP, va pouvoir donner un accompagnement financier aussi aux exploitations pour aider à la transition parce que parfois, il y a des prises de risques qu'il faudra prendre en compte. Donc voilà, c'est un ensemble global et c'est vrai qu'on attend du coup de la loi des États généraux de l'alimentation sur séparation, vente, conseil, CEPP et tout ça, qui ne nous mettent pas un gros bazar où au final plus rien soit faisable. Là, il va y avoir un jeu de cohérence de la part du gouvernement, des parlementaires, de la profession agricole pour vraiment qu'on aille au bout. Et là, on va attendre le ministre et les différents ministres au pied du mur, comme un maçon qu'on attend au pied du mur. Bernard Chevassu, au Louis, comment le faire comprendre à la société ? Il y a un certain nombre de questions qui posaient ce genre d'interrogation, parce que finalement, on peut avoir tous les contrats de solution possibles, mais il faut quand même le faire comprendre à la société. Est-ce que finalement, ce n'est pas trop technique pour la société au sens large ? Vous savez, je ne suis pas un expert en communication, donc effectivement, le défi, il est considérable. Mais on a vu quand même quelques pistes, c'est-à-dire le fait d'abord de s'inscrire dans la durée, c'est-à-dire de dire, voilà, on vous garantit que ce n'est pas un feu de paille, ce n'est pas un effet d'annonce après les États généraux de l'alimentation, mais oui, on s'organise pour cela et on peut vous le montrer. Et le montrer, par exemple, on a parlé effectivement de la recherche professionnelle, mais je pense que par rapport à la mise au point de ces solutions, il faut considérer que tous les agriculteurs seront des chercheurs, c'est-à-dire qu'ils vont tous accumuler des expériences. On va parler tout à l'heure des big data et du numérique. Il y a un enjeu considérable pour inventer des systèmes d'innovation, je dirais, horizontaux, c'est-à-dire dans lesquels les agriculteurs s'organisent entre eux pour dire, ben voilà, on va tester telle et telle chose, chez toi ça marche, chez moi ça ne marche pas. Et donc il y a effectivement des possibilités aujourd'hui de faire effectivement ce qu'on appelle de l'innovation collaborative. Et je dirais surtout en essayant d'associer non seulement des agriculteurs, mais peut-être bien d'autres acteurs de la société pour concevoir cela. Puis l'autre point qui est important, c'est qu'à mon avis, ces solutions combinatoires, elles ne marcheront pas toujours au niveau de l'exploitation. Si on veut effectivement avoir une bonne population de pollinisateurs sur un endroit, si on veut avoir des auxiliaires, si on veut avoir des haies qui abritent une partie de la biodiversité, il faut vraiment avoir des projets de territoire. Et ça veut dire que le fait que les agriculteurs s'impliquent fortement, et ils le font déjà, dans ces projets de territoire, puisqu'on voit bien que l'une des réponses à la mondialisation, c'est que les gens recherchent de plus en plus ce qu'on appelle parfois la tribalisation, c'est-à-dire des petits territoires où ils ont l'impression d'être à taille humaine. Eh bien, le fait de s'impliquer dans des endroits comme des projets de parc naturel régional, comme effectivement des zones d'aménagement, etc., en disant, ben voilà, nous faisons partie du projet de territoire et voilà notre contribution, c'est un peu une manière de communiquer en faisant, et peut-être c'est à ces niveaux très décentralisés que se joueront peut-être les plus gros enjeux. Une question pour vous, Éric Thirouin, qui est un petit peu sur l'aspect économique du contrat de solution, puisqu'il y avait une question qui disait finalement, est-ce que ça ne va pas aggraver la distorsion de concurrence entre déjà la France et les pays européens et voire l'international ?
Est-ce que le fait d'avoir des solutions d'avance ne va Là- pas aggraver les distorsions de Ouais, concurrence? ça va pas coûter plus cher Je n'ai finalement. pas vu la question. Ouais, Mais parce que finalement, ça va pas coûter plus cher, donc du coup, à coûter plus aggraver cher, voilà. C'est notre. le problème du coût. Oui, oui, c'est le problème Parce du coup. qu'aujourd'hui, la vraie distorsion de concurrence, c'est qu'on a en France des interdictions d'avance sur les autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend la culture du riz, dans le riz, aujourd'hui, il reste 6 herbicides possibles en France, alors qu'en Espagne, il y en a 19 autorisés et en Italie, il y en a 21. Donc là, aujourd'hui, on a une vraie distorsion de concurrence parce que justement, on a des interdictions énormes et qu'on a des solutions en retard. Donc le but, c'est de retrouver justement des solutions d'avance. Alors, est-ce qu'on aura plus de solutions que les autres? Moi, j'en rêve, mais c'est bien la démarche dans laquelle on est. Alors, sur le coût, bien évidemment, comme avec les 35 organisations agricoles, on a des organisations économiques, des instituts techniques, on a la PCA, et nous, FNSEA, avec les jeunes agriculteurs, très clairement, on ne peut pas valider une solution si elle n'est pas rentable. On ne peut pas valider une solution si ça nous met dans une impasse économique. Donc ça fait partie des critères. Je n'ai pas eu le temps parce que j'avais que 2 minutes, mais quand on prend tous les critères, on a vraiment un très très grand tableau, et dans les critères, on a effectivement le coût ou le moindre coût, le surcoût de chacune des solutions. Et donc effectivement, au bout, quand on met les leviers, s'il y a un surcoût, il faudra un accompagnement financier. Si au contraire, il y a une économie, il va falloir la diffuser encore plus vite. Est-ce qu'on peut envisager que d'autres pays européens soient partenaires de ce contrat de solution? Je pense que oui, oui, bien évidemment, il peut y avoir d'autres pays. Moi, je sais que on a déjà eu j'ai un certain nombre de journalistes d'autres pays étrangers qui ont vu ce qu'on était en train de faire et qui nous ont interrogés. Voilà, donc c'est possible que ça fasse tache d'huile, mais là-dessus, je pense qu'il faut qu'on fasse nos preuves, faut qu'on avance. Et effectivement, comme je disais, je voulais rebondir, on dit contrat de solution, mais je voulais certifier, c'est un CDI, c'est un contrat à durée indéterminée. C'est-à-dire que notre ambition, c'est de le signer en juin, mais c'est de continuer ce travail de fourmi avec toutes les organisations pour trouver sans arrêt les solutions de demain. C'est quelque chose à durée indéterminée. Une question plus politique, mais si je ne la posais pas, on m'accuserait de ne pas l'avoir posée, parce qu'il y avait une question sur Nicolas Hulot. Vous avez présenté au salon, d'ailleurs, le contrat de solution avec Christiane Lambert à Nicolas Hulot. Est-ce que vous avez eu un retour? Oui, donc effectivement, Christiane a pu présenter à Nicolas Hulot ça. On l'a vu un peu sur les réseaux sociaux, puisque ça a été filmé. Il a encouragé, il a dit qu'effectivement c'est bien. Moi, je voudrais vous donner un retour. Alors, on n'est pas dans un monde de bisounours, voilà, c'est pas ce que je vais dire, mais je voudrais donner un exemple et un retour. J'ai pas pu être là au moment où Nicolas Hulot était sur le stand, parce que j'étais sur France Inter. Je cite, au téléphone sonne, et le sujet c'était: va-t-on pouvoir se passer du glyphosate? J'y allais comme 6 mois avant, un peu à l'abattoir, en m'attendant à avoir un certain nombre d'invectives. Il n'y en a eu aucune. Et j'étais assez surpris. Et effectivement, cette nouvelle façon de faire a changé les choses. Et par rapport à Nicolas Hulot, et par rapport au président de la République, sur le sujet du glyphosate. Eh bien, parce que ça, on avait commencé en novembre à en communiquer, on a refait au salon. Eh bien, lors des vœux du président de la République fin janvier, au lieu de dire, comme dans son tweet, qu'il l'emmenait en Afrique en disant « moi, je m'en fiche de l'Europe, c'est pas 5 ans, ça sera 3 ans, j'interdirai avant 3 ans », là, il a dit « je reconnais qu'il va y avoir des impasses. Il y a des endroits où il n'y a pas d'alternative. Et donc, on ne pourra pas interdire totalement. » Il avait cité le chiffre de 10%. Au salon, quand il est venu un mois après, il a cité dans l'après-midi un chiffre de 20%. Ouais. Et le soir, il a dit il n'y aura pas d'interdiction sans solution. Et Nicolas Hulot, le lendemain, qui est dans une posture peut-être un peu plus forte, je sais qu'on n'est pas à huis clos, mais c'est officiel, c'est dans les journaux. Le lendemain, dans un journal, ça serait le JDD, je crois, de mémoire, il a dit il y aura peut-être des solutions qu'à 95%. Et je pense que rien que déjà ça, c'est une écoute sérieuse. Et il a entendu que les agriculteurs, on ne pouvait pas les mettre dans des impasses. Et que si on veut que le monde change et qu'il y ait une transition écologique, pour parler de Nicolas Hulot, eh bien, il faut du temps, et il faut pouvoir accompagner. Et c'est à base de solutions qu'on pourra construire l'avenir, mais non pas d'interdictions qui nous mènent dans des impasses. Merci Éric Thirouin, merci Bernard Chevassus, au Louis. Le Manche bouge, bougeons.